Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Genève Attractive. Je suis Matteo Yanni et aujourd'hui avec Karine Curti, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, la sécurité dans le canton de Genève. Et oui Matteo, les nouvelles statistiques 2024 sur la criminalité viennent de tomber et c'est le moment idéal pour faire le point sur la situation et son impact sur notre qualité de vie. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités de premier plan qui connaissent ces enjeux mieux que personne. Tout d'abord, nous avons l'honneur de recevoir Caroline Cast, conseillère d'État en charge de la sécurité. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Nous avons aussi le plaisir et la chance d'accueillir Monica Bofanti, la commandante de la police cantonale genevoise. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, les chiffres 2024 sur la sécurité sont sortis. À Genève, les infractions au code pénal ont augmenté de 8% en 2024. Et lorsqu'on observe l'ensemble des données, on remarque une tendance générale à la hausse. Madame Cast, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces chiffres ? Alors, il faut toujours s'inquiéter des chiffres des statistiques de la criminalité, puisqu'elles reflètent finalement des phénomènes de société et qui peuvent être des indices pour adapter une réponse, notamment policière. Mais ces chiffres-là, plus spécifiquement, il faut quand même les relativiser un peu. On est à 8% à Genève, on est à 8% au niveau suisse. Donc, on est exactement dans la tendance suisse. Sachant que Genève est un canton urbain, international, avec des phénomènes qui sont généralement plus significatifs dans ces zones urbaines et internationales que dans la moyenne suisse. Donc finalement, que nos chiffres soient ceux de la Suisse, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Mais c'est vrai, après des années de descente, on a vu une certaine reprise de cette statistique de la criminalité. Et évidemment, il faut avoir un regard vigilant là-dessus. Mais j'aimerais quand même insister sur un élément. Les statistiques de la criminalité ne sont pas des statistiques de la criminalité, sont des statistiques de l'activité de la police. Puisqu'il y a un certain nombre de phénomènes, lorsque la police ne fait pas d'initiative, de recherche, de travail proactif, eh bien les stats sont équivalents à 0. Ces indications, elles sont intéressantes. Elles m'amènent aussi à une autre question que j'aimerais adresser à Madame Bofanti. Après plusieurs années de baisse, il y a certains actes qui ont augmenté, comme par exemple les brigandages ou encore les violences graves. Est-ce que l'on constate aujourd'hui une criminalité plus violente ? Quel est votre regard sur la situation ? Bien sûr, il y a un accent particulier que nous avons mis dans nos communications par rapport à cette augmentation des violences dites graves. Là, il faut faire un petit peu une distinction. Il y a une catégorie plus grande du code pénal qui sont les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, qui, elles diminuent. Mais à l'intérieur de cette catégorie, on a plusieurs cas de figure. La diminution donc globale, elle est due à la diminution des lésions corporelles simples. Et en revanche, on a quand même une augmentation du nombre de brigandages. Alors, quand on dit brigandage, on dit quoi ? On dit beaucoup de braquages, on dit également des carjacking et des homejacking. Et on se rend compte aussi que ces brigandages, quand on regarde l'évolution entre 2023 et 2024, c'est clair que c'est beaucoup, mais c'est un petit peu dû au fait que 2023, on était très bas par rapport aux années précédentes. Et si vous regardez ce qu'on avait en 2019 et 2020, c'est vrai que en 2024, on est un petit peu dans cette moyenne-là. Mais derrière tout ça, il y a quand même un phénomène qui est important. On a une augmentation du nombre de homejacking. Donc, homejacking, ce sont des personnes qui s'introduisent dans des maisons et avec la violence, elles dérobent plusieurs objets, beaucoup de fois en fait aussi des clés de voiture, pour après voler également la voiture. Donc, il y a vraiment de la violence exercée et beaucoup de séquelles psychologiques par rapport à des personnes qui sont rentrées chez vous et vous ont pris à partie avec violence. Ce qui est encore différent qu'en cambriolage, parce que normalement, quand il y a un cambriolage, vous n'êtes pas à la maison. Mais les personnes, beaucoup, elles sont très, très choquées qu'on ait pu rentrer dans leur intimité. Et là, dans un homejacking, on va encore plus loin dans l'expression de la violence. Le carjacking, évidemment, c'est de procéder au vol d'une voiture avec la violence, des séquelles qui ne sont pas des moindres par rapport aux victimes. Et des braquages, on en voit beaucoup, par exemple, maintenant, ça va recommencer mars, avril, en été. Dans cette catégorie, on trouve aussi les arrachages de montres de luxe, bien sûr, qui se font beaucoup plus en été parce que les montres sont plus visibles. Mais derrière tout ça, il y a des phénomènes qui sont inquiétants parce que des fois, on voit un déferlement de violence pour à des montants dérisoires.
On voit également des modes de fonctionnement qu'on ne voyait pas avant, c'est-à-dire des personnes qui sont recrutées via Snapchat. Avec l'essor des réseaux sociaux, on voit aussi ça. Beaucoup de fois, en fait, c'est des jeunes qui commettent ce type d'infraction. Se filment et après, elles placent le tout sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, vous avez en fait la victime qui est victimisée 2 fois. Une fois par l'acte lui-même et deuxièmement par la mise en ligne de l'acte violent filmé par les auteurs. Ça, c'est incroyable. Donc, ils se filment pendant qu'il y a ces infractions pour avoir quelque chose à raconter sur ces réseaux sociaux. Comment on peut prévenir finalement les jeunes qui ont accès à ces vidéos? Évidemment, en fait, ils se les échangent entre eux parce que pour certains, c'est quand même une certaine fierté d'avoir réussi à faire ce qu'ils ont fait. Donc, évidemment, dans le code des valeurs, on n'y est pas du tout. Et donc, c'est vrai qu'il faut bien prendre en considération tout le ressenti des victimes. Et donc, dans ces phénomènes, derrière des chiffres, il y a aussi des modus operandi qui sont différents. Et donc, il faut bien le voir. Quand on parle, en fait, d'embrigandage, après, il y a des suites comme la mise en ligne ou le fait qu'on s'échange les vidéos de cette infraction. Évidemment, par rapport à la victime, c'est encore pire. Bon, ça, je pense que c'est répréhensible de s'échanger ce type de vidéos. On va peut-être y revenir tout à l'heure sur les pistes. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette situation? Maintenant, peut-être pour faire écho à ce que vous venez de dire, on constate que le sentiment d'insécurité, lui, est fort à Genève, avec près de 30% des Genevois qui indiquent se sentir en sécurité. Comment est-ce qu'on l'explique? Comment est-ce qu'on peut y faire face finalement? Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses sur ce sentiment d'insécurité? Oui, parce qu'effectivement, quand vous parlez de sentiment d'insécurité, nous avons un petit peu la tendance à juste comparer en fait les études entre elles. Nous, on a une définition de sentiment d'insécurité qui est le fait de ne pas se sentir en sécurité après 22 heures en ville de Genève. Et quand on a posé cette question, c'est depuis 2004. Maintenant, on a un historique de 20 ans sur l'évolution du sentiment d'insécurité et d'autres facteurs qui sont très utiles pour le pilotage de la police. Et je dirais que moi, en tant que commandant de la police, le diagnostic local de sécurité, c'est très important. Parce que quand les personnes sortent de chez eux, ils ne sortent pas avec les statistiques policières, mais avec mon sentiment. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis en sécurité ou pas? Le chiffre du sentiment d'insécurité tel que nous l'avions en 2023, lors du dernier diagnostic, c'est exactement le même que 2007. Après 2007, ce sentiment d'insécurité a monté. Maintenant, dans ce diagnostic local de sécurité, il y a d'autres questions intéressantes. La première chose, c'est qu'on pose des questions par rapport à des lieux qui sont identifiés comme moins sûrs, identifiés par les personnes comme étant moins sûrs. Il y a des stratégies d'évitement qui sont mises en place. Et là, on voit qu'en 2023, ces stratégies d'évitement, elles sont beaucoup moins présentes que, par exemple, ce qu'on avait en 2010. Après, et c'est là en fait que Madame Cass pourra très bien expliquer la suite, quand on dit sentiment d'insécurité, tout le monde pense à criminalité, mais pas du tout. Et si aujourd'hui on travaille beaucoup avec les communes, c'est justement parce que ce sentiment d'insécurité n'est pas seulement corrélé à la criminalité, mais aussi à d'autres questions d'ordre social. En fait, ce qui vous rend insécure dans l'espace public, c'est peut-être la peur de se faire agresser. Ça fait partie, évidemment, des choses qui peuvent vous rendre insécure, mais effectivement pas que. Et c'est ce que montre le diagnostic local de sécurité. Par exemple, chez les seniors, une des causes d'insécurité mise en avant, c'est la peur des trottinettes. Et on voit bien que on ne considère pas que tous les usagers de trottinettes sont des criminels en puissance. Certains le sont quand on voit comme ils conduisent. Mais je pense qu'on peut pas le généraliser, évidemment. Et on voit que finalement, c'est aussi les infrastructures, c'est aussi l'environnement, c'est aussi la peur de sa sécurité intrinsèque, mais pas forcément du statut de victime, mais peut-être de la peur d'un danger extérieur, naturel, qui n'est pas intentionnel, donc qui n'est pas du relève du phénomène criminel pur et dur. On voit qu'un autre élément qui contribue beaucoup au sentiment de sécurité ou d'insécurité dans l'espace public, c'est l'éclairage public. Et donc là aussi, même si je pense qu'il y a des gros efforts qui ont été faits pour modérer l'éclairage public la nuit, pour éviter la pollution lumineuse qui a des impacts sur l'environnement et aussi sur la consommation d'énergie qui est importante et qu'il faut tenir en compte. Nous, ce qu'on défend quand même, c'est qu'il faut pas arriver dans un tout ou rien et puis il faut pas oublier qu'il y a des lieux qui doivent rester éclairés, même s'ils peuvent être éclairés différemment que c'est fait jusqu'à aujourd'hui, mais notamment tout ce qui est passage piéton,
on met en avant le fait que on ne peut pas se permettre de ne pas permettre des traversées piétonnes sécures sur les routes. On met en avant aussi le fait que si vous avez des chemins qui sont naturellement bien empruntés par les piétons, il faut garder un éclairage la nuit, même un éclairage modéré, mais il faut en avoir un. Effectivement, l'extinction des lumières contribue fortement au sentiment d'insécurité. Puis on se rend compte aussi que la cohésion sociale, au sens plus local du terme, c'est-à-dire connaître son voisinage, les commerçants de son quartier, voire des jeunes qui peut-être squattent le banc en bas de chez soi, peut contribuer beaucoup aussi au sentiment de sécurité et donc diminuer le sentiment d'insécurité. Néanmoins, alors là, c'était tous les points positifs et on l'entend bien, mais néanmoins, dans ce diagnostic local de sécurité, il y avait une statistique alarmante. Au niveau des femmes, près de 40% d'entre elles ne se sentent pas en sécurité seules dans la rue après 22 heures. Et si on va même plus loin, c'est plus d'une femme sur 3 qui indique avoir été victime d'harcèlement de rue ces 5 dernières années et plus particulièrement chez les 15-24 ans. Vous avez donné quelques pistes sur l'éclairage, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus concret? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le harcèlement de rue n'est pas une infraction pénale. Ça peut l'être quand ça prend certaines dimensions d'intimidation forte ou d'insulte, mais sinon, c'est pas une infraction pénale. Donc, en fait, on peut difficilement porter plainte pour harcèlement de rue. Néanmoins, c'est pas quelque chose d'acceptable. Et là, il y a un outil qui a justement été développé par les communes qui nous permet de travailler cet axe-là, qui est l'application Genève en poche, qui permet à toute personne de signaler au lieu où ça arrive, lorsqu'il y a elle est victime d'harcèlement de rue. Elle peut signaler d'autres choses aussi, mais c'est surtout utile pour la police pour ça. Et ça permet de mettre en exergue des lieux où le comportement de rue est peut-être inadéquat et abusif. Et ça permet du coup de déployer une présence policière visible préventive dans ces lieux-là. Éventuellement, si c'est vraiment très récurrent, identifier que c'est le fait d'une équipe qui utilise l'espace public de cette manière-là et d'aller au dialogue avec, voire, dans les cas les plus graves, évidemment, de pouvoir réprimer et d'avoir une plainte à traiter et de pouvoir aller effectivement travailler avec l'auteur et, le cas échéant, le verbaliser. Est-ce qu'elle marche bien, cette application? Vous avez beaucoup de signalements? Alors, l'application, je crois qu'elle marche bien. Elle a très bien marché en ville. Et maintenant, ça a étendu à d'autres communes, notamment Lancy, je vous dis ça de tête. Je suis plus exactement sûre. Je sais que Lancy, Vernier aussi, hein, et peut-être d'autres à l'avenir. Donc, c'est ouvert. Elle marche bien, mais c'est vrai qu'il faut continuellement rappeler qu'elle existe. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Et puis, ça donne pas forcément lieu à une action policière immédiate. Donc, c'est aussi ça qui est important, c'est que c'est pas seulement une application, c'est aussi la possibilité de dialoguer avec la personne qui est victime de harcèlement de rue, de lui demander ce qu'elle a ressenti, de pouvoir voir si ça relève d'un acte pénal, l'accompagner dans un dépôt de plainte, voire de l'accompagner sur les lieux où ça s'est passé, ça peut être très intéressant. Et puis de déployer des mesures qui peuvent éviter ce comportement à l'avenir, genre l'éclairage, comme ça a été évoqué. Moi, j'ai la conviction que ce chiffre, qui est très important, hein, relève aussi d'une libération de la parole. Pendant des années, quand j'étais jeune, par exemple, se faire siffler dans la rue, ça arrivait régulièrement. Puis, finalement, on trouvait pas ça chouette, mais c'était considéré comme faisant partie du paysage. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et c'est bien que ce soit plus le cas. Les jeunes femmes ont bien intégré que c'était pas acceptable, et elles relèvent beaucoup plus ce genre de comportement que ma génération a pu faire. Un autre point qui est intéressant à relever et dont on parle beaucoup, qui risque de s'intensifier ces prochaines années, c'est la cybercriminalité qui a augmenté par rapport à 2023 et je pense qu'il va continuer à augmenter ces prochaines années avec l'essor de l'intelligence artificielle, avec les deepfakes, avec toute cette explosion de ces cas. Comment est-ce qu'on va les prévenir finalement? Comment est-ce qu'on y fait face? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que cette fois, ce qui est présenté lors des statistiques policières de la criminalité, c'est la pointe de l'iceberg, et encore. Hein. Et donc, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, si les personnes sont victimes d'une tentative, elles vont pas à la police. Ou bien, s'ils sont victimes d'une arnaque particulièrement grotesque, des fois, il y a aussi le sentiment de honte, on va pas raconter ça à la police. Etc. Donc là, on a affaire avec des chiffres de ce qui parvient à notre connaissance,
Mais c'est clair que les infractions en tant que telles, elles sont beaucoup plus nombreuses. Et puis, elles vont continuer à augmenter. De toute façon, on va avoir en face des personnes qui sont de plus en plus ingénieuses. Et donc, c'est véritablement une problématique qui doit être prise à bras-le-corps par la police cantonale et pas seulement par toutes les polices cantonales. Et également, on parle maintenant aussi d'une réponse qui doit être donnée aussi à niveau européen et à niveau mondial. Aujourd'hui, on a bien vu qu'on a une augmentation de 38% entre une année et l'autre. D'accord. L'année prochaine, j'ai pas une boule de cristal, mais ces chiffres vont continuer à augmenter. Bien évidemment, nous, on a donné des réponses à tout ça au sein de la police genevoise. Nous avons mis en place un triptyque pour faire face à ces augmentations de la cybercriminalité. D'un côté, on a créé depuis 3 ans une brigade de cyberenquête qui, elle traite spécifiquement les questions cyber, infractions cyber. Elle traite ça avec, par exemple, le flux de crypto-monnaies, des adresses ou des indices qu'on peut livrer lors du dépôt de plainte. De l'autre côté, on a traditionnellement une brigade de criminalité informatique qui est beaucoup plus ancienne. Elle date du début des années 2000. Bien sûr, le travail il a beaucoup évolué. Elle va plutôt s'occuper des données, de l'extraction des données. On met aussi en évidence l'échange de fichiers illégaux, comme par exemple tout ce qui a à faire avec la pédocriminalité, pédopornographie. On cible également les prédateurs sexuels en ligne. On traite aussi des objets qui sont connectés, parce qu'aujourd'hui, vous avez des frigos connectés, des aquariums connectés, etc. Et donc ça, c'est toutes des données qui peuvent être exploitées par la police. Également, tout ce qui a à faire avec les véhicules, Internet des véhicules, beaucoup de données qui peuvent être exploitées lorsqu'il y a un accident de la circulation, par exemple. Donc, nous, on essaye vraiment de pousser encore donc plus loin ce que nous pouvons faire et à la police genevoise. Et par exemple, nous avons détaché un inspecteur de chez nous pendant 3 ans à Singapour, donc à Interpol Singapour, pour voir effectivement que ce que eux faisaient, c'est très intéressant, ils sont très à la pointe. Et aussi, grâce à ce détachement, nous avons pu un petit peu mettre nos dossiers genevois au-dessus de la pile et nous avons pu procéder à des arrestations en Afrique. Bon, c'est quelque chose qui s'est révélé extrêmement utile. Justement, est-ce que ça touche les particuliers, les personnes privées, ou est-ce que c'est plutôt les entreprises? Parce qu'on sait que au niveau des entreprises, justement, toutes les cyberattaques, c'est quotidien. Oui, beaucoup c'est des cas individuels. C'est clair que quand vous êtes sur des cyberattaques qui ciblent certaines sociétés, évidemment, il y a un risque réputationnel. Le maître mot de tout ça, c'est vraiment la prévention. On a énormément de cas de phishing, c'est-à-dire des personnes qui vous demandent, par exemple, ils disent, ben voilà, je loue mon chalet, est-ce que vous êtes intéressé? Donc, c'est des petites annonces. Les gens, ils y répondent, ils donnent toutes leurs indications, leurs informations. Après, qu'est-ce qu'ils font les gens? Avec ces informations, ils commandent des cartes de crédit. Ils guettent quand ils arrivent dans les boîtes aux lettres, donc ils prennent les cartes de crédit des personnes, usurpent l'identité, et puis ils procèdent à des achats frauduleux. Donc, il y a tout derrière, des astuces qui sont extrêmement ingénieuses pour arriver au but. Voilà. Aujourd'hui, oui. Alors, juste pour compléter par rapport aux entreprises, c'est vrai que la plupart des cyberattaques, heureusement, elles échouent. Et ça se fait notamment en partenariat avec le département de ma collègue Delphine Bachmann qui s'occupe plus spécifiquement de l'économie. Mais c'est vrai qu'il appartient surtout de sensibiliser les entreprises au fait qu'elles doivent se protéger. Bien sûr, si la protection a échoué et qu'il y a infraction pénale, la police s'en occupe. Mais la police va pas être plus en amont, à part des conseils généraux qu'elle donne comme aux citoyens, comme aux entreprises, etc., sur la protection qu'on doit avoir. Et il faut savoir aussi que le mode opératoire d'une partie de ces attaques, je parle pas celle des entreprises, celle sur les citoyens, c'est énormément de tentatives sur des petits montants. Pourquoi? Parce que généralement, elle suite à la police, pas pour des montants relativement négligeables. Et donc, du coup, c'est l'effet de masse qui va amener le butin pour les personnes qui font ça. Et donc, c'est des attaques hyper multipliées. On en reçoit tous surnommés le 6000. On sait très bien que c'est des arnaques. Mais est-ce qu'on est bien formé? Enfin, je pense au site, par exemple, de la ville de Genève qui s'était fait hacker par des pirates russes. Il y avait d'autres municipalités à Genève aussi qui s'étaient fait. Non, alors le site de la ville de Genève
tombé sous une attaque qui s'appelle un déni de service. Donc c'est pas du hacking, c'est-à-dire que les gens ne rentrent pas dans le système. En fait, ils sursollicitent le site internet pour que le site internet soit indisponible. Et en fait, c'est juste un dégât d'image. Il y a aucune atteinte aux données, il y a aucune prise en compte quand il y a une attaque en déni de service. Les gens ne s'introduisent pas dans le système. C'était tout à fait pendant la période où Zelensky était en Suisse. Et c'était des hackers russes qui visaient les collectivités publiques pour montrer le pouvoir qu'ils ont sur le système de communication et le système public suisse. Leur but, c'était de faire tomber un maximum de sites Internet, mais pas d'entrer et choper les données. C'est vraiment des modes opératoires assez différents et il y en a toujours plus, des multiples, divers et variés. Par contre, il y a eu certaines entreprises, notamment de services publics, qui ont eu effectivement du hacking avec récolte des données et puis soit rançon, soit à l'inverse, revendre des données et puis gros déficit d'image, gros déficit aussi pour l'entreprise parce qu'elle doit refaire complètement son système, toutes les données sont corrompues, des fois elle les perd aussi, donc gros travail derrière. On peut revenir sur l'insécurité, puisqu'on revient sur ce diagnostic local de sécurité, où là, c'était la carte qui était citée comme l'endroit le moins sûr à Genève. Ça serait d'ailleurs intéressant pour voir si c'est aussi ce que vous partagez. Là, selon le diagnostic local de sécurité, plus des 2 tiers des résidents se sentent en insécurité, le citent en premier. Donc, on peut parler de peur d'agression, d'harcèlement, mais surtout présence des dealers et des toxicomanes. Là, vous me voyez arriver. Est-ce que Genève a les moyens d'être plus ferme ou de faire autrement face au trafic de drogue? Je dirais que le fait que la gare de Cornavin ait été citée en 2023 comme étant le lieu le moins sûr, il faut bien savoir que par rapport à ce qui s'est passé dans les diagnostics précédents, en fait, le chiffre de 2023 est plus bas. Avant, il était plus cité comme étant en lieu criminogène dans lequel on ne se sentait pas en sécurité. Donc, c'est clair que ce chiffre nous a pas tellement inquiétés, dans le sens que, bien sûr, il est élevé, mais c'est vrai que quand vous faites la comparaison avec les diagnostics locaux de sécurité tels qu'on les fait partout en Europe, et au-delà, on a toujours des points qui sont moins bien notés et qui se situent aux alentours des différentes gares. Donc, c'était pas quelque chose qui était tout à fait problématique. Mais à l'époque, quand on avait eu ce résultat, ça nous a aussi amené à changer le poste implémenté 24 heures sur 24 parce qu'il était prévu que notre poste ouvert 24 heures sur 24, un des deux devait être à Cornavin. Donc on a dit, on peut pas dire aux gens allez dans cet endroit-là qui est réputé comme étant le moins sûr. Et donc c'est pour ça que le poste ouvert 24 heures sur 24, un des deux, se situe au Paquis. Justement, pas trop loin, 325 mètres, mais c'était aussi dû au résultat du diagnostic local de sécurité. Donc ça a vraiment des impacts sur des décisions que nous devons prendre. Ça a changé quand, ce poste 24-24 qui soit... C'est il y a quelques années déjà. Hein. Pour revenir sur ce que Mathéo a dit, justement, une des craintes, c'est la présence de dealers, la drogue. En fin 2023, Genève a lancé son plan crack. On en est où sur ce plan? Alors, il faut se rappeler que la lutte contre les stupéfiants en Suisse repose sur 4 piliers. C'est quelque chose qui est déjà ancien, mais qui reste extrêmement performant en comparaison internationale dans toutes les approches liées aux stupéfiants. Dans les 4 piliers, il y a la répression, et c'est celui-là dont on s'occupe plus spécifiquement. Mais il y a aussi 3 autres piliers, la prévention, la prise en charge sanitaire des personnes, l'aspect social et l'aspect médicamenteux. Donc, c'est vraiment la solution médicamenteuse, si tant est qu'elle existe. Et c'est bien un petit peu la difficulté avec le crack aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas véritablement de produit de substitution qui permettrait de réguler les consommateurs et de leur apporter une réponse autre qu'illégale à leur addiction. Aujourd'hui, nous, on s'occupe donc plus spécifiquement du volet répressif. On avait mis dans le plan crack 12 ETP de policiers, donc 12 postes de policiers supplémentaires, 6 au niveau de la gendarmerie, donc plutôt sur l'aspect de sécurisation de l'espace public, et 6 au niveau de la police judiciaire, plutôt de la lutte contre le trafic. Alors effectivement, nous avons engagé ces 12 policiers, mais ce sont des jeunes policiers en formation, et ils sont encore en formation. On n'a pas simplement attendu qu'ils finissent leur formation pour renforcer le dispositif. Donc, on a effectivement
réorienter les forces sur la problématique du crack qui est essentiellement située effectivement autour de la gare et au Paquis, en allégeant un peu les autres quartiers pour assurer effectivement une présence policière plus forte sur les deux aspects, une présence policière plus forte visible pour sécuriser l'espace public. Donc évidemment, celle-ci, elle cherche pas à réprimer le trafic de drogue, parce que quand on cherche à réprimer le trafic de drogue, il faut plutôt se faire discret. Elle cherche véritablement à sécuriser l'espace public, à montrer que c'est pas un espace de non-droit, à perturber le trafic, mais pas le réprimer, c'est-à-dire en l'empêchant, mais pas en le poursuivant. Nous, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même une stabilisation. Le phénomène est relativement contenu. Il n'est pas résolu, mais il n'est pas en explosion exponentielle. Et puis, il y a le travail qui se fait plus discrètement par les agents plutôt de la police judiciaire qui remontent les filières, qui démantèlent des cuisines. On a eu quelques succès significatifs, mais c'est une drogue dévastatrice. Toute la lutte contre l'héroïne dans les années 90, quand c'était vraiment le ravage le plus fort, a pu connaître ses plus grandes avancées grâce au produit de substitution qu'est la méthadone. Et aujourd'hui, la grosse difficulté dans le domaine du crack, ça relève pas de notre département, c'est de pouvoir avoir des solutions pour les personnes qui sont prises dans cette addiction qui est dévastatrice pour eux et qui est beaucoup plus forte que les autres drogues. On parle du crack, mais une autre drogue a fait son apparition dans d'autres pays, le fentanyl, aussi appelé la drogue du zombie. Est-ce qu'on la voit aussi arriver chez nous ? Pour le moment, on le voit pas arriver chez nous de manière significative. Il faut savoir que c'est quelque chose qu'on peut aussi obtenir sur ordonnance et sur ordonnance falsifiée aussi. Donc, on a eu quelques éléments par ce biais-là, mais on n'a pas de vente de rue ou de vente de trafic significatif pour le moment. Mais effectivement, on s'y prépare, on se forme pour au cas où elle devait arriver chez nous. Mais et pour la suite, justement, est-ce que la police, par rapport aux nouvelles drogues là-dessus, il y a des points de vigilance Oui, bien sûr, parce que on a vu maintenant par rapport à la problématique du crack, elle a été remontée immédiatement par le terrain chez nous. Mais c'est clair que ça nous a posé quand même des problèmes d'un point de vue de la tactique policière, tout simplement parce que on n'était pas avec les mêmes schémas que par rapport, par exemple, à tout ce qu'on avait mis en place de façon traditionnelle de la lutte contre le trafic d'héroïne ou encore le trafic de cocaïne. Donc là, on se retrouve avec des polytoxicomanes. Normalement, vous commencez pas en fait votre entrée dans le fait de consommer de la drogue par rapport à consommer du crack, donc c'est quelque chose qui vient après. Nous, d'habitude, on intervenait beaucoup en flagrant délit, c'est-à-dire que donc on guettait quand il y avait la transaction argent avec remise de drogue. Aujourd'hui, c'est vrai que les dealers, ils sont très connus des forces de l'ordre et ils connaissent aussi leurs clients. Pour certains, ils leur remettent de la drogue en disant « vous allez payer par la suite ». Donc, il n'y a pas de transaction d'argent. Il y a également la transaction qui se fait par d'autres moyens que l'argent, comme par exemple donner des trottinettes ou encore des faveurs sexuelles. Effectivement, on n'est pas dans quelque chose de traditionnel. Les toxicomanes sont dans un tel état sanitaire, c'est-à-dire qu'ils ne dorment plus, ils ne mangent plus, ils ne s'hydratent plus. Quand ils sont entendus par les forces de police, on a vraiment de la peine parce que vous savez aussi que nous, on utilise beaucoup les moyens techniques, comme par exemple les natels, etc. Et donc, c'est vrai qu'on est face à des personnes où on a vraiment de la peine à avoir des informations. Puis, il faut aussi savoir que c'est un domaine qui est extrêmement violent. On a beaucoup de dealers qui ont sur eux des couteaux, des armes, des tasers, et également les clients. L'autre drogue qui nous fait effectivement actuellement réfléchir, c'est le fentanyl. Et il faut savoir que l'année passée, donc en juin 2023 et puis juin 2024, aux États-Unis, il y a eu 96 000 morts d'overdose de fentanyl. Pour le moment, nous avons quelques indices, mais on s'y prépare vraiment. Par exemple, on a une délégation de la police judiciaire qui va se rendre en Amérique pour voir comment mieux traiter cette question qui peut arriver en fait chez nous. Pas seulement d'un point de vue de la stratégie de rue, mais également de l'analyse de produits, parce qu'actuellement, on n'a pas mis en place des instruments pour pouvoir analyser cette drogue. En effet, c'est un petit peu inquiétant, tous ces sujets relatifs à la drogue. J'ai envie de vous proposer de revenir à un autre sujet qui touche également quotidiennement les Genevois en lien avec la mobilité, ce sont les vols de vélos.
Les chiffres sont eux aussi inquiétants. Ils indiquent qu'il y a à peu près 5 vols de vélo en moyenne par jour et plus de 10 vols de vélos ou de trottinettes électriques par jour. Comment est-ce qu'on va réussir à convaincre les citoyens d'adopter encore plus massivement ces modes de transport si on risque de se les faire voler aussi facilement? Je pense que clairement, il faut qu'on travaille avec les garagistes, les vendeurs, sur des moyens d'identification des vélos. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les retrouve, ces vélos, mais on ne sait pas à qui les rendre. Ah, ça c'est dommage. Ben oui. Est-ce que les gens signalent pas leur vol ou comment? Si les gens signalent leur vol, mais ils arrivent avec une marque, puis une plaque. La plaque qu'on la retrouve, elle a disparu. Puis on ne sait pas toujours à qui rendre le vélo. Donc oui, bien sûr. Alors je dis pas qu'on les retrouve tous, hein, mais on en retrouve un certain nombre. La difficulté, c'est que les gens traitent des vélos à 5 000 francs comme ils traitaient le vélo qu'on a acheté d'occasion à 150 balles. Et je pense qu'il faut être conscient qu'un vélo électrique, c'est un véhicule de valeur, et puis qu'il faut le protéger comme un véhicule de valeur. On peut essayer on va regarder pour essayer d'encourager des dispositifs de marquage ou bien de traçage. Il y a un certain nombre de marques de vélos qui proposent ces dispositifs directement intégrés, voire il y a des solutions pour intégrer ces dispositifs ultérieurement qui nous permettent de repérer ces vélos. Ce qui serait aussi tout bénéfice pour la police, parce que c'est vrai que si on arrive à tracer le vélo, généralement on arrive à remonter la filière, à arrêter les personnes coupables et à restituer des vélos, qui est un petit peu la cerise sur le gâteau. On a aussi beaucoup de vols de scooters, particulièrement les T-Max et de motos. Et on voit que ces véhicules de roues à valeur, finalement, qui sont attractifs, et puis qui sont attractifs aussi avec des modes opératoires qui sont pas très très risqués pour les voleurs, puisque c'est généralement une camionnette, on charge le véhicule à 2, on part avec, et puis là on décadenasse avec des outils à l'abri. Donc c'est vrai que c'est la même chose pour les motos, d'ailleurs. Mais au niveau des infrastructures, est-ce qu'il y a aussi l'État là pourrait peut-être intervenir avec plus de parcs à vélo, ou je sais pas, des choses plus sécurisées? On manque d'infrastructures à ce niveau-là. Écoutez, ça dépend où on se situe. Je crois qu'au proche des gares, on a des super infrastructures qui sont relativement bien sécurisées. Alors moi, je sais pas, j'ai pas les statistiques à cet égard, mais j'ai pas l'impression que ce soit dans ces endroits-là qu'il y a le plus de vols. Les vols se font souvent dans la rue. Et puis, c'est vrai que des fois, même dans des garages d'immeubles, dans des garages collectifs d'immeubles. Donc évidemment, les infrastructures sur domaine privé, c'est pas l'État qui va les développer. Je crois que le travail il est fait auprès des gares. En tout cas, les gares Seva sont bien équipées. Et puis peut-être qu'il faut on prévoir d'autres endroits près des grands hubs de transport public où on peut sécuriser ces vélos. Mais c'est vrai que c'est souvent au pied du domicile que ces vols ont lieu, puisqu'ils ont lieu quand même très souvent. C'est des vols d'opportunité, donc en fait, voilà, c'est des véhicules qui sont en libre accès quand ils se font voler. Au niveau de l'organisation de la police, Madame Bonfanti, on voit que les manifestations à Genève s'enchaînent et les syndicats de la police ont communiqué sur une surcharge de travail, notamment les week-ends, quand les effectifs sont déjà réduits. Est-ce que Genève a trop de mobilisation ces jours-là? Est-ce qu'il faut repenser au niveau de l'encadrement de l'organisation de la police? C'est vrai que historiquement, quand on a ces manifestations, on fait ce qu'on appelle une mobilisation, c'est-à-dire on regarde combien de personnel on a besoin, quelle spécialisation, et puis on fait cette mobilisation. Historiquement, nous, on prenait ces mobilisations comme étant un élément exceptionnel. C'est-à-dire que dans notre planification, elle venait en plus du travail du policier de tous les jours. Et aujourd'hui, on se rend compte, avec le nom de manifestation, que d'un point de vue de la direction de la police, nous devons l'appréhender différemment. Donc, ces manifestations doivent pas être prises comme un élément ponctuel, exceptionnel, mais c'est quelque chose qui doit être mieux intégré dans l'horaire de base du policier. Ça, c'est véritablement aussi une chose qu'on doit mieux appréhender d'un point de vue de la direction de la police. Et de l'autre côté, nous avons également fait une petite étude par rapport au nombre d'heures qui sont passées par nos policiers sur des manifestations. Et par année, on a environ 100 000 heures. Et par rapport à cette surcharge, on a demandé des effectifs supplémentaires donc au Grand Conseil, donc avant au Conseil d'État, après au Grand Conseil. Et puis, en fait, il y en a une partie qui nous ont été déjà octroyées, et ce qui nous permettra également
de atténuer l'impact de ces manifestations sur la police genevoise. Donc, des solutions, elles sont véritablement là. L'affaire, d'un point de vue de la direction de la police, elle n'est pas encore du tout résolue. Donc, nous y travaillons dessus. Et donc, c'est clair que cette gestion, en tout cas, elle doit aller en s'améliorant aussi avec un outil qui va être mis en place à la fin de cette année qui va nous permettre de mieux gérer les manifestations. Mais j'aimerais insister sur un point, c'est que quand nous on dit manifestation et quand le grand public dit manifestation, je suis pas sûre qu'on parle exactement de la même chose. Alors, précisez. Alors, quand on parle de manifestation au sein de la police, c'est tout événement ponctuel, même s'il est récurrent, mais ponctuel, qui vient perturber l'espace public, enfin occuper ou perturber l'espace public, et puis, quelle que soit finalement son origine. Pour être tout à fait clair, ce qui a le plus fort impact sur l'activité de la police, donc sur ces heures supplémentaires, ce sont les manifestations sportives. Parce qu'en termes d'impact en nombre de policiers et de récurrence, c'est véritablement les plus fortes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un match de foot du meilleur niveau suisse, eh bien, c'est en moyenne 130 policiers mobilisés pendant 4 à 6 heures. Enfin, ça dépend un peu de l'horaire, etc. Donc, il y en a presque 2 fois par semaine ici. Vous ajoutez à ça les matchs de hockey, même si la mobilisation policière est un peu moins forte. Il y en a aussi quand même plusieurs. Et donc, voilà, il y a plusieurs matchs des fois dans la semaine aussi. Il n'y a pas que le week-end. Et ça, c'est vraiment les manifestations les plus récurrentes et les plus impactantes en termes de nombre et en termes de fréquence. Mais ça se sait à l'avance. Enfin, le Servette FC, on sait, par exemple, qu'ils vont évoluer en Super League l'année prochaine. C'est des choses prévisibles. Mais vous savez qu'on l'ait à l'avance ou pas, ça change rien. C'est vrai. À partir du moment où c'est en plus des 40 heures hebdomadaires, c'est un problème. Donc finalement, c'est pas une question de savoir ou de pas le savoir à l'avance. C'est une question qu'on doit, et comme l'a dit Madame la commandante, on doit l'intégrer dans le cahier des charges de base du policier. Parce que c'est tellement fréquent et tellement récurrent que si ça vient en plus du boulot, forcément, il y a une surcharge. Puisque quand on parle de plusieurs matchs, si on cumule hockey, foot, puis à ça, vous ajoutez encore une manifestation festive ou commerciale, parce que si vous avez un grand concert, il y aura aussi des impacts sur les forces de police, ne serait-ce que pour gérer la circulation. Si vous avez des événements festifs, par exemple dans l'espace public, comme les animations estivales, ça aussi, ça a un impact. Vous rajoutez là au milieu une manifestation politique et puis vous voyez que les nombres d'heures sup commencent à s'accumuler. On a parlé beaucoup de sujets, hein, le temps file. Moi, j'ai une petite question. La sécurité, c'est un élément clé pour la compétitivité d'un territoire. Finalement, si on voulait un peu terminer la dernière partie de cette discussion, quels seraient les leviers d'action prioritaires sur lesquels le gouvernement ou la police doit agir pour renforcer cette sécurité sur les prochaines années? Quelles seront les prochaines grandes mesures? Un top 3 en tente qui veulent tenter. Bon, d'abord rappeler qu'il y a ce qu'on appelle la politique criminelle commune qui est signée entre le procureur et le Conseil d'État et qui pose quand même les axes prioritaires, je dirais, en matière de répression ou de sécurité. Alors, je ne vais pas résumer la politique criminelle commune en 2 minutes, mais peut-être axer sur 3 éléments primordiaux. D'abord, tout le travail de la prévention et de la détection. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est la clé dans certains domaines. Par exemple, on voit que les seniors sont des victimes d'un certain type de comportement et que là, la prévention peut jouer un rôle clé, un peu comme les vélos tout à l'heure, non seulement pour protéger les gens, mais aussi pour que les gens deviennent nos partenaires dans la lutte contre cette criminalité. Et donc là, il y a des actions qui sont prévues par rapport à ça. Que ce soit dans le domaine du cyber, c'est un domaine où la prévention joue un rôle clé, non seulement en protégeant ces infrastructures, on l'a parlé pour les entreprises, mais aussi en informant les gens. Le deuxième axe, on l'avait évoqué en tout début de séance, c'est le soutien à l'accueil et l'accompagnement des victimes. C'est vraiment aussi un axe fort, que ce soit à la limite des victimes de crimes de genre ou de crimes de haine, mais aussi de manière générale. On l'a vu, il y a la double victimisation. Et là, on se rend compte qu'on doit véritablement renforcer tout le panel là-dessus
Et j'ai le plaisir d'avoir obtenu la confiance du Parlement pour renforcer le contrat de prestation avec ce qu'on appelle le Centre La Ville, le Centre d'aide aux victimes d'infractions, qui déploie en fait sur mandat de l'État tout ce volet d'accompagnement et de prise en charge des victimes. Et puis finalement, le dernier axe qui nous préoccupe beaucoup, c'est aussi la question des jeunes. C'est clair qu'on voit qu'il y a une certaine banalisation de la violence, de recours aux réseaux sociaux, on l'a parlé. Et là, je pense qu'il y a ça a déjà été mis en place, mais ça peut être encore renforcé, ça doit être même exploité au plus fort. C'est tout le travail en réseau que la police doit faire, que ce soit au niveau de la sécurité de l'espace public, la brigade des mineurs, les tribunaux, mais aussi les travailleurs sociaux, la phase, les différents partenaires, l'école. Voilà, pour travailler en réseau autour du phénomène des jeunes, puisque là aussi, il faut pas laisser filer finalement une génération avant d'intervenir et puis de permettre de sensibiliser les jeunes à ces questions-là. Madame Bonfanti, la violence des jeunes, c'est peut-être l'axe d'avenir. Oui, c'est un des axes sur lesquels on met beaucoup d'attention. Et pas seulement, en fait, cette année, puisqu'on on a montré un petit peu une augmentation des prévenus mineurs en ce qui concerne les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle. Depuis donc 3 ans, on a mis en place un comité de pilotage à l'intérieur de la police pour mieux coordonner les différentes actions vis-à-vis des jeunes. Donc pratiquement, en fait, on a beaucoup d'informations qui nous remontent via les postes de police. Et nous les mettons en relation avec les informations, par exemple, de la brigade des mineurs. Et grâce à ceci, on a déjà une meilleure connaissance du terrain, une meilleure connaissance collective du terrain. Et ça nous a permis également d'intervenir en amont de certains risques qui étaient prévus entre jeunes, entre bandes de jeunes, entre quartiers. Et donc, c'est aussi une autre action. Après, comme elle a dit Madame Cast, beaucoup de prévention qui est faite dans les écoles. Et quand nous allons dans les écoles, on dépasse systématiquement les heures qui nous sont données parce que les élèves restent. Ils sont très intrigués par certaines choses qu'on leur dit et certains comportements qui ne sont pas tolérés et qui pensent en fait que c'était toléré par la police. Donc, c'est des échanges qui sont très, très intéressants. Il faut absolument continuer puisque l'action de la police se déploie sur 3 axes, prévention, dissuasion et répression. On parle beaucoup de la police quand il s'agit de la répression, mais il y a bien ces 3 axes. Quand on parle de la police, on parle beaucoup d'auteurs et il faut pas beaucoup parler, bien sûr, d'auteurs, mais aussi de victimes. C'est ça un petit peu les axes qu'il faut développer davantage. Parlant de prévention, je vais faire un petit clin d'œil au ICOP vaudois. Est-ce qu'on va avoir un ICOP genevois? Non, je crois qu'on a une communication assez active sur les réseaux sociaux, puis aussi pour développer des messages de prévention. On en a fait plusieurs, notamment avec des petits films sur les risques à sortir tard le soir, sur les risques de la baignade en été. On essaie de développer ces messages-là. Il n'y a pas forcément besoin d'un ICOP pour le faire. En tout cas, merci pour cet échange. C'est extrêmement intéressant. Je pense qu'on pourrait en parler encore des heures parce que c'est vrai qu'on a survolé tous ces sujets. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On pourra peut-être continuer cette conversation une prochaine fois si vous nous faites le plaisir de revenir parler de ces sujets avec nous. On vous donne rendez-vous l'année prochaine ou bien? Oui, si vous voulez. Oui, non, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Un grand merci à nos invités, Caroline Cast, conseillère d'État en charge de la sécurité, et à Monica Bonfanti, commandante de la police cantonale genevoise, pour leurs éclairages et leur partage d'expérience. On espère que cet échange vous aura apporté des idées et des pistes de réflexion. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify ou sur YouTube. Avec Karine, on vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.